La machine peut-elle penser à l'égal de l'homme? Si on tape cette question sur ChatGPT, on va obtenir, j'ai fait une suite de banalités qui commence néanmoins par une phrase qui me paraissait pertinente. C'est une grande question qui soulève des enjeux philosophiques, scientifiques et éthiques. Phrase qui, bon, me semble quand même manipuler des concepts assez redondants, puisque finalement la philosophie et la science, c'est à l'origine la même chose, une seule et même chose, et que l'éthique, elle, ça n'est qu'un département de la philosophie, qu'on nomme d'ailleurs également philosophie morale. Bon, je vais donc m'en tenir là pour le recours et les petits clins d'œil à ChatGPT, et je vais tenter d'aller chercher dans mon propre cerveau quelques éléments de réponse à cette question qui, et là je ne peux être que d'accord avec ChatGPT, grande question qui est une grande question, mais j'ajouterais même une très grande question, voire, en l'état actuel des civilisations, la très grande question. Voire la seule grande question. Bref, question à laquelle, à mon avis, et je vais tâcher de démontrer, il n'est pas possible d'apporter une réponse tranchée, mais à propos de laquelle on peut seulement ouvrir quelques pistes ou formuler des hypothèses qui, à défaut de relever de la science-fiction, s'efforceront, je vais m'efforcer, qu'elles soient sous-tendues par des considérations objectives, des considérations avérées, voire scientifiques, pour ne pas dire, comme notre ami René Descartes, claires et distinctes. Alors, le premier terme à préciser dans cette question, la machine peut-elle penser à l'égal de l'homme? C'est la machine. Alors, on dit bien la machine et pas une machine. Ce qui, bon, en fait, le fait de cet article déterminé nous envoie à son concept générique de machine et non pas l'idée particulière d'une machine, c'est-à-dire telle ou telle déclinaison de l'idée de machine dans le cadre d'un objectif déterminé pour fabriquer tel objet, pour effectuer telle action ou livrer telle solution par rapport à un problème donné. Je considérerai donc la machine en tant qu'entité artificielle, c'est-à-dire non créée par la nature. Bon, le fait que la machine soit créée par l'homme n'étant à mon avis qu'un aspect subsidiaire à la question posée, dans la mesure où il n'est pas en théorie interdit d'imaginer une machine non créée par l'homme. Mais bon, je retiendrai néanmoins comme présupposé qu'elle a été créée par l'homme, afin de clarifier, de simplifier le propos qui, on va le voir, est assez complexe. Bon, il faudra également bien distinguer la machine de l'outil. Machine de l'outil. En considérant que si la machine est toujours un outil, l'outil, lui, n'est pas forcément une machine, le premier n'accédant au statut du second qu'avec le saut prométhéen de l'autonomie. L'outil, lui, certes, qu'on peut considérer comme précurseur de la machine, qui n'est qu'un simple prolongement exosomatique du membre humain, par exemple, confère le marteau, prolongement du bras, qui va remplir la fonction de perfection. Le marteau est plus parfait que le poing au niveau de sa fonction propre, de son ergone, pour ce qui est d'enfoncer quelque chose, et de la fonction de performance, c'est-à-dire que le marteau, il enfonce plus vite et plus fort que la main. Mais néanmoins défaillant sur la troisième qualité, celle de l'autonomie, qualité qui va faire la différence précisément avec la machine. La machine, c'est donc quelque chose de parfait, de performant et d'autonome. Défini ainsi, le concept de machine va pouvoir se décliner dans pratiquement toutes les sphères de l'activité humaine, économie, vie quotidienne, politique, santé, loisirs, relations, etc. etc. Le deuxième terme qu'il nous faut préciser, c'est le verbe pouvoir. Pouvoir, qu'on utilise ici au présent de l'indicatif, la machine peut-elle. Question qui serait différente d'une autre question, la machine pourra-t-elle, mais qui, néanmoins, à mon avis,
doit être considéré comme lié, car si on se demande, au moment même où on se demande si la machine aujourd'hui est en capacité de faire quelque chose, on formule nécessairement en creux la question adjacente. Alors je dis bien adjacente, c'est-à-dire qui fait partie de la question, et non pas adventice, qui n'en fait pas partie. Adventice, à l'image par contre, par exemple, de la mauvaise herbe qui pousse entre les rangées de carottes. Donc la question adjacente, de savoir si elle pourra, la machine, un jour le faire, et dans quel délai, et aussi voire surtout, avec quelles conséquences. Le troisième terme, c'est penser. Qu'est-ce que veut dire penser? Alors, on connaît tous le caractère polysémique du mot penser, auquel on peut donner une multitude de définitions réparties en 3 groupes syntaxiques, selon que le verbe penser sera considéré sous sa forme transitive directe, penser quelque chose, avec un COD, complément d'objet direct, sous sa forme transitive indirecte, penser à quelque chose, complément d'objet indirect, ou intransitive, penser tout court. Alors, des exemples. Alors, des exemples qui sont d'ailleurs pratiquement recopiés sur le Larousse, le dictionnaire lexical de référence. Dans la rubrique transitive directe du mot penser. Premièrement, considérer quelque chose comme vrai ou fausse. Synonyme, admettre, croire, estimer. Je pense que la Terre est ronde. Deuxièmement, avoir telle opinion sur tel sujet. Je pense cet homme habile. Synonyme, estimer, imaginer, juger. Troisièmement, avoir la conviction que quelque chose va se produire. Je pense avoir réussi mon examen. Synonyme, conjecturer, espérer, se figurer, supposer. Quatrièmement, avoir l'intention de. Je pense avoir fini ce soir. Synonyme, envisager, projeter, songer à. Cinquièmement, se dire intérieurement, c'est raté pour mon examen, pensais-je. Sixièmement, concevoir quelque chose dans ses moindres détails avant de le réaliser. Je dois penser à l'organisation de mes révisions. Alors voilà quelques exemples d'utilisation, disons d'acception du verbe penser dans la rubrique transitive directe. Maintenant, dans la rubrique transitive indirecte, c'est-à-dire avec complément d'objet indirect, ce sera par exemple songer à quelqu'un, l'évoquer par la pensée. Je pense souvent à lui. Synonyme, évoquer, imaginer. Deuxièmement, prévoir quelque chose pour ne pas l'oublier. J'ai bien pensé à fermer le gaz en partant. Synonyme, se préoccuper, s'occuper. Troisièmement, concevoir la possibilité de faire quelque chose. Je pense à divorcer. Synonyme, envisager, projeter. Quatrième possibilité, être altruiste. Je pense d'abord aux autres avant de penser à moi. Troisième groupe, la forme intransitive. Forme intransitive qui ne nécessitant pas de complément, qu'il soit d'objet direct ou d'objet indirect. Premièrement, calculer. Je pense que le résultat est. Je pense que le résultat de 1 plus 1 égale 2. Deuxièmement, répondre à des questions. Je pense que la réponse à quelle est la capitale de la France, c'est Paris. Je pense que c'est Paris. Troisièmement, être capable d'abstraction. Ah, je pense donc je suis. Quatrièmement, être capable de raisonner. Je pense que dans tel cas, il faut faire ceci. Cinquièmement, être capable de juger. Je pense que c'est beau. Analytique du beau. Bref, ce n'est qu'un petit florilège, mais après cette énumération, on voit tout de suite, on saisit tout de suite, on perçoit tout de suite la difficulté, ou plutôt la somme d'expérimentation qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir, dans chacun des cas de figure évoqués, déterminer s'il existe ou s'il existerait ou s'il pourrait exister une machine pouvant répondre à la fonction propre, l'ergone. Afin de simplifier notre étude,
C'était j'ai pensé qu'on pouvait distinguer trois grandes catégories de pensées susceptibles d'englober la totalité des pensées particulières. Premièrement, la pensée calculatrice. Deuxièmement, la pensée prédictive. Et troisièmement, la pensée, bien entendu, métaphysique. Alors enfin, le quatrième terme de la question « La machine peut-elle penser à l'égal de l'homme ?» Quatrième terme qui agit en tant que subordonné, conjonction de subordination au troisième, à l'égal de l'homme, ça veut dire comme l'homme. Comme conjonction de subordination, l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire une pensée à l'égal de l'homme ou une pensée comme l'homme? Alors, j'éliminerai bien sûr immédiatement toute pensée émanant d'une autre espèce vivante, animale, voire végétale, sans me préoccuper même de savoir si cette pensée existe, c'est-à-dire si les animaux pensent par exemple, et de quelle façon, et encore moins si les plantes pensent elles aussi. Car la question n'est pas de savoir si la machine peut penser comme penserait une substance végétale ou un être animal, mais de savoir si elle pense comme un être humain. Un être humain, c'est-à-dire comme vous et moi. Comme vous et moi. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire comme vous et moi? Est-ce que vous et moi, ou toi et moi, c'est la même chose sur le plan de la pensée? On pourrait aussi dire, au lieu de toi et moi, on pourrait dire entre un tel et une telle. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, penser à l'égal de l'homme, c'est-à-dire au final, à l'égal de quel homme? Penser comme quel homme? Comme un homme doté de plus ou moins de raison? Comme un homme doté de plus ou moins d'intelligence, de plus ou moins de vertu, de plus ou moins de sagacité, de discernement? Tout en sachant qu'il peut y avoir de multiples combinaisons entre ces différentes qualités, voire une infinité de combinaisons. On pourrait alors tenter de se sortir de cette aporie en définissant un homme moyen, sorte de résultante efficiente, barycentre neuronal des 8 milliards d'individus, hommes et femmes, peuplant la planète Terre. Cette entreprise, naturellement, paraît largement problématique, pour ne pas dire plus. Alors, on imaginerait une autre approche qui serait de définir le portrait robot de l'homme exempt de l'ensemble de ses qualités, et un autre portrait robot de l'homme qui, au contraire, lui, les posséderait toutes. Ce qui paraît cette fois tout à fait possible. Il ne nous resterait plus alors qu'à déterminer si nous nous alignons sur le premier type, pour lui comparer la machine, ou si on va s'aligner sur le deuxième type, pour lui comparer la machine. Mais on pourrait encore imaginer un autre niveau de complexification du problème en considérant l'homme en tant qu'entité dépositaire de tout le savoir de l'humanité disponible à un moment donné, ce qui transformerait la question ainsi: la machine peut-elle penser à l'égal de la puissance de toute la connaissance humaine cumulée? En fait, l'évocation du monde futur n'est pas obligatoirement nécessaire si nous sommes quelque peu aristotéliciens, car nous allons pouvoir faire cohabiter le pouvoir en acte avec le pouvoir en puissance, in esse et in posse, et traduire ainsi cette question: l'essence même de la machine contient-elle en puissance celle de penser? On pourrait donc réinterpréter et problématiser la question de cette façon. Alors, passons un petit peu aux choses sérieuses maintenant, disons plus concrètes. Que nous apprennent les philosophes, les scientifiques et les épistémologues, c'est-à-dire les philosophes scientifiques, là-dessus? Descartes, le premier, a comparé le corps humain à une machine, mais ce cher René ne nous sera d'aucun secours pour la question qui nous intéresse, pour au moins deux raisons. Première raison, c'est que sa machine est d'essence naturelle, le corps humain, ce qui n'est pas, le cas de la machine qu'on étudie. La seconde raison, c'est que selon
Descartes, la pensée échappe à la mécanique, ce qui est précisément le contraire de ce que l'énoncé de notre propos suggère. Il faut néanmoins rappeler que peu après Descartes, un petit peu après Descartes, s'est développée en Europe une véritable fascination pour les automates. On pense au canard de Vaucanson, le canard digérateur-défécateur, signe que l'objectif de faire assumer par une machine les mêmes fonctions que celles d'un être vivant faisait déjà petit à petit son chemin. Mais on en restait à cette époque globalement à exploiter l'idée cartésienne de l'animal-machine. On n'en était pas encore à l'homme-machine, ou, tout au moins, on en restait au corps-machine. Le pas, il a été franchi en 1748 par le matérialiste Julien Offred de la Métrie qui, tout en adhérant au concept corps-machine, s'éloigne néanmoins du dualisme cartésien en considérant que l'esprit de l'homme fait partie intégrante de son corps, et avec lui la pensée qui du coup devient aussi un mécanisme. Un autre pas de nature, je dirais anthropologique celui-là, avait été franchi, d'ailleurs dès 1651 avec Hobbes, qui dans son Léviathan pose deux hypothèses. La première, c'est que le fonctionnement de l'esprit humain diffère finalement assez peu de celui de la machine, dans la mesure où il se contente de calculer, de faire des additions et des soustractions entre des idées qui ne sont représentées que par des mots, eux-mêmes les mots pouvant être réduits à des nombres. Donc, matérialiste et nominaliste, Hobbes serait aussi holiste, puisqu'il pose en deuxième hypothèse que l'ensemble des corps-machines humains doit être dominé par un supercorps, enfin est de fait dominé par un supercorps, une entité informelle, elle-même assimilable à une machine, l'État, ou la République selon les traductions. Plus près de nous, deux éminents savants, Alan Turing et Norbert Wiener, ont exploré cette question de façon extrêmement intéressante. Turing, 1912-1954, c'est le créateur, on le sait, du fameux test qui permet à un ordinateur de se faire passer pour un humain dans un jeu programmé de questions-réponses. Dans un article de 1950 intitulé Computing Machinery and Intelligence, Turing répond à des contradicteurs qui prétendent que la pensée englobant tout ce qui vient d'être dit, ne peut être que l'apanage de l'homme et qu'aucune machine ne sera jamais en mesure d'exercer une telle activité pouvant être qualifiée de pensée. Pour ce faire, Turing développe un certain nombre d'arguments, 9 très exactement, qui non pas démontrent indubitablement le contraire, mais qui démontrent précisément que le contraire ne peut pas être démontré. Je m'explique. Autrement dit, il dit que dans l'état actuel des connaissances, et on n'était qu'en 1950, rien ne prouve que la machine ne puisse pas un jour penser à l'égal de l'homme, et que ceux qui sont persuadés du contraire feraient bien de suivre une petite cure de modestie. De son côté, Norbert Wiener, 1894-1964, qui, comme nous le savons tous, est le père de la cybernétique qu'on peut définir comme la science étudiant les mécanismes de communication et de régulation dans les machines, dans les êtres vivants, mais également dans les systèmes complexes, comme notamment les sociétés humaines organisées. Dans son livre paru en 1948, son livre Cybernetics, la cybernétique, information et régulation dans le vivant et dans la machine, il adopte une position proche de celle de Turing, mais dans un cadre beaucoup plus large, et qui répond encore plus précisément à la question qui nous intéresse. La machine peut-elle penser à l'égal de l'homme? Il y répond en affirmant, et là je cite Norbert Wiener, qu'on ne peut pas fixer de limite a priori aux possibilités des machines, tout simplement parce qu'on ne peut pas les connaître, ces limites, on ne peut pas les connaître intégralement avant l'expérience de leur usage. Wiener constate également que la machine est en train de sortir du domaine des moyens pour
je cite son expression, pour frapper à la porte du royaume des fins. Et que ce que l'homme va demander aux machines de faire, l'interroge sur ce qu'il veut lui-même. Wiener ne manque pas également de mettre en lumière un paradoxe, ce paradoxe qui est que l'homme attend des machines qu'elles soient à la fois serviles, mais en même temps qu'elles sont de plus en plus intelligentes. Alors ce paradoxe, il ne manquera pas d'intéresser notre ami Gregory Bateson, le psychosociologue de l'école de Palo Alto, fameux, qui a inventé l'idée de l'injonction contraire, qui échangera d'ailleurs une correspondance très nourrie avec Wiener sur ce sujet. Et enfin, Wiener ira encore plus loin en estimant qu'il n'existe, je cite, aucune raison absolue pour laquelle l'homme ne pourrait pas construire une machine plus complexe que lui. Alors, toutes ces réflexions des plus éminents spécialistes de la machine ne peuvent bien entendu que nous plonger dans la plus grande perplexité, d'autant plus que ces réflexions datent déjà de plus d'un demi-siècle. Et qu'entre-temps, les choses se sont accélérées, et que les machines imitant la pensée humaine sont de plus en plus sophistiquées. Alors, la question, c'est pas tellement la machine peut-elle penser, à mon avis, à l'égal de l'homme, c'est la question, c'est avons-nous déjà atteint le stade de l'équilibre, de l'égalité, c'est-à-dire qu'elle pense à l'égal de l'homme, ou bien ce stade est-il déjà dépassé et la machine pense déjà mieux que la plupart des hommes dans la plupart des domaines tels que ceux que j'ai décrits tout à l'heure. Alors, en guise de conclusion, que nous reste-t-il de notre pensée face à la machine? Il nous reste un espoir. C'est celui qu'il reste, l'espoir qu'il reste encore quelque part quelques hommes dont la capacité de penser du côté de la raison pure dépasse encore celle de la machine. Et puis il nous reste une certitude, c'est celle que la machine cessera d'exister quand ses éléments constitutifs viendront à manquer, à savoir les ressources naturelles finies, énergétiques et minérales, avec lesquelles l'homme l'a construit. Je me suis efforcé, sauf dans les dernières minutes de mon intervention, de ne pas livrer d'avis personnel, mais de me baser sur des conclusions de scientifiques. Bon, c'est le premier point. Tu as eu raison de repréciser qu'on parlait de la pensée. Que la pensée, bon, c'est très très large, hein, et que si on veut ne pas parler de tout, hein, il faut peut-être parler de la chose la plus intéressante, c'est-à-dire que les pensées les plus évoluées, et pas le calcul. Bon, parce que sur le calcul pur, la question ne se pose même plus, la machine fait mieux que l'homme. Oui. Je vais prendre par exemple quelque chose que tout le monde connaît, qui fait partie pour la vie de tous les jours, c'est le pilotage automatique des avions. Bon, lorsque tu fais, puisque tu es en Thaïlande, là, lorsque tu fais un Paris-Bangkok, l'aviation est un domaine que je connais bien, parce que j'ai travaillé 15 ans pour l'aérospatiale à Toulouse, et puis, bon, j'ai des gens de ma famille qui sont dans le personnel navigant et dans les commandants de bord. Bon. Donc, alors je caricature un peu, mais le pilote, il fait un travail un peu manuel au décollage et un petit peu à l'atterrissage. Et pendant 12 heures, il peut grosso modo dormir. Mais bon, c'est une caricature, mais c'est pour mieux comprendre. C'est que le pilote automatique fait que tout. Il réagit absolument à tout ce qui se passe, il prévoit. Donc là, on est en fait dans du calcul. Et dans du calcul, et là je vais employer un mot qui est très important, qui s'appelle la rétroaction. La rétroaction qui est la base en fait de la cybernétique, et Wiener en parle beaucoup dans ses bouquins. La rétroaction, c'est la capacité pour un organisme embarqué, un organisme artificiel,
de modifier les causes de son action en fonction des effets. C'est-à-dire que lorsqu'il se passe quelque chose, il analyse ce qui vient de se passer et donc il modifie ce qu'il doit faire. Bon, ça c'est exactement ce que fait la pensée humaine. Bon. Oui. Donc si on prend sur cet exemple du pilotage automatique, hein, quand il y a une différence de pression, quand il y a des vents contraires, bon, et puis quand il se passe des choses, bon, ben, voilà, il change. Voilà. C'est pas uniquement j'applique un programme. Non, j'applique un programme et j'ai aussi, alors ça a été programmé, d'accord, mais j'ai aussi la capacité de modifier mes décisions en fonction d'événements imprévus. Voilà. D'accord. D'ailleurs, la résilience des systèmes embarqués, alors, la résilience, là aussi, c'est un terme très polysémique, on l'emploie en politique, en écologie. Mais dans l'aéronautique, la résilience, c'est justement la capacité des systèmes embarqués de réagir de la bonne manière, non pas en projetant l'avion au tapis, mais de réagir comme il le faut. Bon. Alors, tu dis, tu nous exprimes une idée de bon sens, hein. La machine, elle dépend de l'homme, parce que l'homme, il n'a qu'à débrancher la machine, puis la machine s'arrête. Alors, on voit ça dans 2001, l'Odyssée de l'espace, tu sais, où à la fin, comme les occupants de la navette, enfin de la cité spatiale, se sont aperçus que bon, l'ordinateur qui dirige tout prend des décisions qui sont aberrantes, il décide de le débrancher. Et donc il y a cette finale extraordinaire où petit à petit il dévisse, et puis l'ordinateur dit je sens que ma mémoire s'en va, je sens que ma mémoire s'en va. C'est très 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 beau. Mais bon, on n'en est plus là, c'est-à-dire que, bien entendu, une machine que l'homme peut débrancher, voilà, bon, cette machine-là, elle va être limitée. Mais c'est que maintenant, on est sur des machines qui n'ont plus besoin d'intervention de l'homme pour être branchées à débrancher. Et c'est ce dont parle Wiener. C'est-à-dire que lorsque tu dis qu'une machine ne pourra jamais aller au-delà de ce pourquoi elle a été programmée, je reprends ce que tu dis, ben c'est justement plus ce qui se passe. C'est-à-dire que les machines, aujourd'hui, sont capables d'aller au-delà de ce pourquoi elles ont été programmées, dans la mesure où les programmes eux-mêmes comportent des variables aléatoires. Bon. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est ce que Wiener disait en 1964. C'est qu'on avait déjà en 1964, dans les plus hautes sphères des cybernétiques, la connaissance, la certitude, hein, qu'on pouvait insuffler dans la machine des composants qui, dispensaient l'homme de faire du on-off, ouvrir et brancher, qui donnait à la machine cette fameuse autonomie dont tu penses qu'elles sont privées, c'est-à-dire l'autonomie d'aller au-delà de ce pourquoi elle a été programmée, et surtout l'autonomie de la rétroaction non programmée. Hein. Voilà. Bon. Débrancher le. Voilà. Ouais. Donc, à partir de là, on peut toujours avoir un credo, tout ça, mais on ne trouve pas aujourd'hui, si on compare aux écrits de Turing et de Wiener, qui sont extrêmement précis et qui s'appuient sur des. On ne trouve pas aujourd'hui de scientifiques qui disent le contraire. On ne trouve pas aujourd'hui de scientifiques qui, un petit peu comme en 1954, lorsqu'il y a eu cette polémique avec Turing à propos de son article sur les ordinateurs, où les gens disaient mais non, l'esprit humain, il sera toujours plus intelligent que la machine, la machine, elle est faillible. D'ailleurs, un des arguments de Turing, c'est de dire, attendez, vous dites que la machine est faillible, mais l'esprit humain aussi, il est faillible encore plus. Bon. Donc, ce qui frappe, c'est
pas tellement qu'on ait des scientifiques qui, attention, ils ne disent pas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ni Turing ni Wiener ne disent la machine va pouvoir dépasser l'homme dans tous les domaines, c'est-à-dire notamment dans le domaine de la pensée pure. Ils disent, vous ne pouvez pas être sûr qu'elle ne va pas le faire. Voilà. Bon. Et par rapport à cette, disons, cette assertion qu'il faut répéter parce qu'elle est extrêmement précise. On ne peut pas prouver aujourd'hui que la machine n'est pas capable de faire, d'être à l'égal de l'homme, voire de le surpasser dans les domaines de la pensée pure. Eh bien, ce qui frappe, c'est que cette assertion-là, aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique qui cherche à démontrer le contraire. Alors, bien entendu, il y a tout un contingent, tout un régiment de scientifiques qui sont transhumanistes, qui sont, etc., etc., etc. Hein, Elon Musk, hein, qui disent non, mais la machine, ça y est, c'est terminé, la machine a pris dessus sur l'homme, c'est voilà, bon, la machine peut tout faire, mais on n'a pas de scientifiques qui disent que la machine ne pourra jamais faire un certain nombre de choses. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui devrait nous interroger, quoi. Deux questions super intéressantes et super excitantes. C'est-à-dire la question de la domination et la question de la responsabilité. Si on considère qu'on va avoir des machines de plus en plus performantes, de plus en plus intelligentes, qui pensent, qui pensent d'une certaine façon presque comme nous, plus que nous, la question est de savoir qui est-ce qui va dominer l'autre. Est-ce que, bon, pour l'instant, tu es dans un credo, je dirais, que l'homme domine la machine et qu'il dominera toujours la machine. Bon, je te signale que les deux grands scientifiques, les deux plus grands scientifiques, la cybernétique que je viens de citer, Turing et Wiener, n'en sont pas convaincus du tout. Bon. Et donc, credo contre credo, moi ou quelqu'un d'autre pourrait très bien dire la machine est en train de prendre le pouvoir sur l'homme. Bon, première question. Deuxième question, la responsabilité. Alors ça, oui, ça, ton exemple est extraordinairement instructif. C'est-à-dire qu'une machine autonome, voilà, une voiture autonome qui, voilà, pendant 2 ans, 3 ans, elle n'a pas d'accident, et puis un jour, elle tue quelqu'un. Bon, alors, on ne va pas accuser la machine. Bon, alors attends. Je dirais deux choses. Je dirais que on peut avoir aussi un être humain pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'a pas d'accident, hein, et puis un jour, aucune différence avec une machine qui va bien fonctionner pendant 2 ou 3 ans, et puis la voiture autonome, et puis que du coup elle va avoir un accident. On ne peut pas dire que c'est parce que c'est une machine qu'elle a eu un accident, parce que c'est un peu le truc de Turing, la machine est faillible, oui, mais l'esprit humain il est aussi faillible, voire aussi plus que la machine. Bon. Et puis le deuxième versant de truc, c'est on n'accusera jamais la machine. C'est pas ce qu'a l'air de penser Wiener ni Turing, surtout Wiener. Parce que je te rappelle que au Moyen-Âge, bon, aujourd'hui par exemple, hein, si tu as un cochon ou un sanglier qui traverse la route devant toi et qui te fait avoir un accident et mourir dans ta voiture écrasée sous ta carrosserie, jamais on va mettre en accusation le sanglier devant un tribunal et on va le condamner à mort à perpétuité. Bon, et donc, mais au Moyen-Âge, si. Au Moyen-Âge, on faisait des procès pour des animaux qui avaient fait des nuisances, qui avaient occasionné des nuisances aux humains, et donc on condamnait à mort des animaux parce qu'ils avaient enfreint la loi. Bon. Donc, rien n'empêche d'imaginer que les machines ayant pris tout ce qu'on vient de dire, l'autonomie, la rétroaction,
et une domination, c'est une expertise supérieure dans pratiquement tous les domaines de l'activité raisonnable, même la raison pure, eh bien que il puisse pas y avoir une juridiction, peut-être d'ailleurs dirigée par des machines, qui mettra en accusation la machine. C'est pas impensable. Je pense qu'on peut retourner aussi bien sur l'aspect de la domination. Domination, on a aujourd'hui des prémices. On dit, bon non, mais l'homme, c'est toujours lui la machine n'est qu'un outil servile. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai repris la phrase de Wiener. Bon, une injure son contraire, avec son ami Grégory Bateson, c'est-à-dire on veut que la machine soit servile, mais on veut que la machine soit très servile, mais on veut qu'elle soit très intelligente. Bon, il arrive un moment où le paradoxe, tu ne peux pas l'assumer. Mathématiquement, c'est impossible. Bon, il y en a un et aujourd'hui, on a déjà des prémices. Quand on voit, je pense qu'on pourrait très bien, si on voulait caricaturer un petit peu, on pourrait bien dire qu'il y a 80% ou 90% ou 95%, je ne sais pas, de l'humanité qui est esclave des machines, qui se lève avec le réveil, qui va ensuite au métro, qui regarde, qui fonctionne tout sur le... comment ça, là, pour te diriger enfin le tom-tom là pour te diriger, etc. Ça plus il faut aller. Il y a comment ça s'appelle le guide, le truc qui te guide là pour aller d'un endroit à un autre. Enfin bref. GPS. Hein, GPS, voilà, GPS, etc., etc. Et alors, bon, on va dire, ce ne sont que des outils. Des outils, oui et non. Moi, je vois certaines personnes qui sont en train de virer dans je fais ce que la machine me dit de faire. J'achète. Tu as des pop-up là. En français, on appelle ça des fenêtres surgissantes. Des pop-up. Qui te dit achetez ça, achetez ça, achetez ça. Parce que tu as un algorithme qui trace, qui traque tes consultations sur Internet. Après ça, on définit ton profil robot. Hein, et on t'envoie des pubs pour acheter tel et tel truc, voilà. Et donc, toi, tu achètes. Alors, je ne dis pas toi, mais bon, il y a, je pense, une très, très grosse proportion actuellement de gens qui fonctionnent dans leur vie de tous les jours, qui fonctionnent, c'est-à-dire qui décident de ce qu'ils font, hein, ou qui sont conditionnés par ce qu'ils font par ce que leur dit de faire la machine. Alors, moi, je vois en guise de conclusion, enfin, pour ce qui me concerne, ma vision, je vois 4 points importants. Premier point, 4 points qui me paraissent objectifs et difficilement contestables. Donc j'essaye de rester sur les constatations, sur le factuel et pas sur les souhaits, les opinions ou les pronostics. Première constatation, il y a aujourd'hui un certain nombre de machines, voire un nombre très important de machines, qui font les activités pour lesquelles elles sont prévues mieux, voire beaucoup mieux que l'homme. Oui. Bon, d'activités au sens large, des activités disons, pas forcément manuelles. Hein, on pense à la machine industrielle, hein, la machine outil. Non, dans le domaine de la conception de choses dans l'esprit, qu'ils font mieux que l'homme. Bon, ça paraît ça. Deuxième point, et ça je l'ai dit assez rapidement dans mon exposé, il est impossible de répondre à la question, de répondre de façon tranchée à la question, la machine peut-elle arriver à penser? Alors penser, c'est toutes les rubriques, hein, je crois que j'ai dit une quinzaine de rubriques, et il y en a vraiment à penser à l'égal d'homme, je ne parle même pas plus à l'égal. Je pense que c'est impossible de trancher aujourd'hui cette question. Par contre, le point 1 reste vrai, c'est qu'il y a dans certains domaines des machines factuellement qui font des choses issues d'une réflexion mieux que l'homme. Bon. Oui. Troisième point, qui me paraît peu contestable aussi, l'enjeu, et d'ailleurs notre échange me semble le prouver, le démontrer, en témoigner, l'enjeu c'est l'enjeu de domination.
C'est-à-dire, les machines font des choses qui nous rendent service, ça, même elles inventent des choses qui ne nous rendent pas service, mais bref, qui nous plaisent. Qui va dominer l'autre? Bon, l'enjeu, c'est ça. Ça rejoint le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas répondre à la question, mais c'est une question d'enjeu de domination. Qui va dominer? Parce que qui va dominer, c'est-à-dire qui va prendre le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, il est donc c'est des hommes qui détiennent le pouvoir. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit demain des machines? Donc c'est le troisième point. C'est pas une assertion, mais c'est exprimé en termes d'enjeu. Et et puis le quatrième point, c'est que le talon d'Achille des machines, c'est pas tellement, à mon avis, ce que tu dis, c'est-à-dire que l'homme dominera toujours. Le talon d'Achille des machines, c'est qu'elles sont extinguibles. Elles vont s'éteindre lorsqu'il n'y aura plus leurs éléments constitutifs, c'est les ressources naturelles finies, l'énergie, le fer, le cuivre, le zinc, le marron. Et que lorsque les machines n'existent que parce qu'on a une société industrielle avec une économie thermo-industrielle. Si on n'a plus les possibilités financières, énergétiques, minérales de faire fonctionner ce mode de faire valoir à haute intensité de prédation des ressources naturelles finies, eh bien on ne pourra plus fabriquer un certain nombre de choses, dont les machines. Bon. Sauf si les machines, avant qu'on soit donc en situation de déplétion drastique des ressources naturelles finies, ont déjà atteint un niveau d'autonomie qui leur permet de s'auto-réparer, de se reproduire, etc. Mais il reste par contre une différence entre l'homme et la machine, mais pas de nature de celle que tu décris, qui était des différences un peu métaphysiques. L'homme sera toujours parce qu'il est plus intelligent. Non, il y a une différence de taille, c'est que l'homme, il est issu de la nature, hein, alors que la machine elle est conçue à partir de minéraux qui sont dans l'écorce terrestre. Donc, elle ne procède pas d'une genèse naturelle. Donc, c'est le point faible. Et parce qu'on peut concevoir des machines qui se construisent elles-mêmes, pourvu qu'elles puissent trouver de l'oxyde de fer, du cuivre, du titane, du manganèse, hein, et de l'énergie pour faire fonctionner tout ça. On sait que l'industrie, la métallurgie, c'est une association d'un couple énergie-matière. Donc, si on n'a pas ça, l'homme, lui, peut continuer, parce qu'il fonctionne avec la synthèse chlorofyllienne, bon, mais la machine, elle fonctionne avec les RNF, les ressources naturelles finies. Voilà, c'est les 4 points qui sont mes 4 points conclusifs.